Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Centre d'art et de culture du Fonds social juif unifié à l'occasion de cette soirée spéciale dans le cadre du Festival français du film juif. Je remercie mes collègues de la radio RCJ qui mettent à notre disposition leur studio pour cette soirée. Alors, vous êtes très nombreux à participer, à profiter de ce Festival français du film juif qui se déroule en ligne jusqu'au 1er février. Des films inédits, pour la plupart des avant-premières, qui viennent du monde entier. Tous les jours, vous nous faites part de votre enthousiasme. Alors aujourd'hui, vous le savez, c'est une journée spéciale, puisque c'est la journée du souvenir, la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah. Et lorsque nous avons travaillé sur la construction de ce festival, eh bien, nous avons souhaité marquer ce jour particulier avec un film tout aussi particulier à nos yeux. Il s'agit de Vie et destin du livre noir de Guillaume Ribaud et Antoine Germa, que je salue parce que je sais qu'ils nous regardent. Ce documentaire absolument remarquable est disponible sur le site du festival jusqu'à ce soir minuit. Vous pouvez donc réserver votre billet sur le site fffj.fr et vous aurez ensuite 24 heures pour le voir. Mais le sujet auquel s'attelle ce documentaire, le fameux livre noir, eh bien, nous souhaitions également en faire l'objet d'une rencontre en ligne et en direct. Il s'agira également ce soir d'aborder les enjeux de ce film. Vous avez la possibilité d'interagir avec nos invités en posant vos questions en bas de vos écrans. Les questions seront ensuite citées à la fin de cet échange et nos invités y répondront. Alors, pour parler de ce sujet, deux éminents intervenants qui auraient répondu présents malgré le difficile contexte du Covid, et je les en remercie, l'historien Tal Brutman et l'écrivain et réalisateur Michael Prazan. Ils seront en conversation avec le non moins éminent journaliste du Monde, Samuel Blumenfeld. Samuel, c'est à vous. Très bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Vie et destin du livre noir, donc le documentaire de Guillaume Ribaud, avait été diffusé sur France Télévisions à la fin de l'année dernière, donc avant d'être présenté aujourd'hui au Festival du film juif. Le livre noir est donc un ouvrage élaboré à partir de 1943 sous l'égide du comité antifasciste juif, en particulier par deux journalistes et romanciers, Lia Ehrenburg et Vassili Grossman. Donc ce livre était destiné à recueillir des témoignages et documents sur l'extermination des Juifs et leur participation à la résistance armée dans les territoires de l'Union soviétique après l'offensive lancée par les nazis sur l'Union soviétique à partir de 1941. Mais ce livre, ce livre est-ce qu'il raconte, mais il y a aussi l'histoire de ce livre et l'histoire contrainte de ce livre, sa publication longtemps avortée, raconte également le destin contraint et tragique des Juifs en Union soviétique. J'ai donc devant moi non seulement deux éminents spécialistes, mais enfin des gens on ne peut plus pertinents, puisque Tal Brutman, vous avez été conseiller historique sur le documentaire de Guillaume Ribaud. Vous êtes historien, spécialiste de la Shoah et de l'antisémitisme en France au XXe siècle, en particulier, bien évidemment, durant la période de Vichy. Michael Prazan, on vous présente encore moins, vous êtes écrivain, essayiste, documentariste, et parmi la quinzaine de documentaires que vous avez réalisés, il y en a un qui a été consacré aux Einsatzgruppen, et un autre au Goulag, et un troisième que vous êtes en train de monter, si je ne m'abuse, qui est consacré à Hitler et à Staline. Est-ce que vous pourriez, l'un et l'autre, nous expliquer, nous raconter dans quelles circonstances est lancé le projet du livre noir? En fait, c'est quasiment un projet clandestin, le terme est trop fort, mais quand Staline fait créer le comité antifasciste juif, l'objectif, c'est pas du tout le livre noir. Pour Staline, c'est un moyen, parce que Staline est habité par l'antisémitisme, il faut pas oublier cette dimension-là.
Pour lui, c'est un moyen, parce qu'il est persuadé que les Juifs sont puissants, de lancer des signaux vers les autres communautés juives à l'extérieur, notamment aux États-Unis et en Angleterre, pour lever des fonds pour l'effort de guerre soviétique et pour sensibiliser en Occident l'effort de guerre du côté de l'URSS. Est-ce que vous pouvez juste nous donner des bornes chronologiques qu'on puisse... Alors, l'histoire en plus du comité antifasciste est compliquée parce que l'idée est lancée par deux juifs bundistes qui sont réfugiés à Moscou, qui vont être arrêtés par Staline, qui rejettent l'idée dans un premier temps. Et après Barbarossa, l'idée va devenir opportune. Et donc, en fait, il y a toute une gestation qui est relativement complexe, mais à partir du début de l'année, fin 41, début 42, le comité antifasciste juif va être mis sur pied avec des personnalités qui sont de premier plan en URSS, notamment l'acteur Salomon Michols, dont on reparlera peut-être, et qui on va en parler. Lui va avoir un destin tragique, avec tout un panel d'intellectuels juifs, non pas au sens religieux du terme, mais au sens de nationalité. Là, c'est une des complexités de l'Europe de l'Est, c'est que juif n'est pas tant une religion qu'une nationalité, au même titre qu'ukrainien, biélorusse, polonais, etc., etc. Et donc, toute cette intelligentsia juive va constituer le comité antifasciste juif qui va, pendant 1 an et demi, se consacrer à mobiliser en faveur de l'effort de guerre. Et ensuite, parce qu'on a aussi affaire à des gens qui sont excessivement intelligents, à l'image de Ehrenburg ou de Vassili Grossman, ils vont se rendre compte de ce qui est en train de se dérouler, à savoir la Shoah. Ou plutôt, si on utilise le terme soviétique, l'extermination des Juifs. Donc ils vont se lancer dans ce projet qui est de recueillir, de faire l'histoire à chaud en fait, de recueillir tous les témoignages qu'ils peuvent, à la fois avec parmi le flot de réfugiés juifs qui fuient l'avancée des Allemands, et puis ensuite, quand les Soviétiques reconquièrent le terrain, de constater la réalité du massacre et peu à peu l'ampleur du massacre jusqu'à l'arrivée pour Grossman à Treblinka, où là, Grossman va écrire un texte qui est sans doute la première histoire de la Shoah, parce qu'en arrivant sur le site de Treblinka, où il n'y a strictement plus rien, hormis des débris, des fragments d'os, Grossman, et j'insiste là-dessus, qui a une intelligence remarquable, comprend l'ensemble du plan de destruction en arrivant sur ce site-là. Et il écrit ce qui est en fait un article de presse, mais qui justement va être publié en 1945 en France, qui s'appelle L'enfer de Treblinka, et que moi, en tout cas, je considère comme la première histoire de la Shoah à partir de Treblinka. Il comprend, et il suffit de lire ces lignes, on peut même les trouver en ligne, parce que le texte a été mis en ligne, il comprend qu'à partir de Treblinka, il y a eu un immense processus de destruction qui a concerné pas uniquement les Juifs du RSS, pas uniquement les Juifs de Pologne, mais les Juifs de toute l'Europe. Et donc, on a un des tout premiers textes qui parle de la Shoah. Mais je pense que Michael va rebondir sur ce que j'ai dit. Oui, et sur le point de vue de Staline aussi, parce que évidemment tout ce qu'a dit Tal est parfaitement juste, mais il ne faut pas oublier non plus un contexte très important qui est celui de la guerre. Et dans celui de la guerre, il faut bien comprendre que jusqu'à la création du CAJ, ça va pas fort pour les armées soviétiques. Le comité antifasciste juif, ça va pas fort du tout. Et évidemment, Staline a un besoin urgent de financer la guerre, mais pour financer la guerre, il faut quand même trouver des alliés qu'il n'a pas encore trouvés. Et il faut les convaincre, évidemment, de s'allier avec lui et de financer cette guerre qu'il est en train de perdre. Et donc, il faut faire oublier quand même le pacte germano-soviétique, qui est au sein, en tout cas, des capitales occidentales et pas seulement, une incompréhension totale. Et on ne sait plus véritablement dans quel camp, jusqu'à juin 41, dans quel camp se trouve Staline. Donc, si vous voulez, c'est quand même des poupées russes. Il y a du disciple, de l'indicible et des arrière-pensées qui sont des arrière-pensées purement politiques. Et la constitution du comité antifasciste juif, qui va être envoyée comme ça dans une tournée très importante en Grande-Bretagne, au Mexique, aux États-Unis, pour haranguer les communautés juives qui sont très importantes dans ces pays-là, eh bien, ça va être... qui ne sont pas touchés. Absolument. Ça va être, au fond, de créer une espèce de 5e colonne juive qui va pencher vers une alliance, ce qui va devenir finalement l'alliance, et qui va permettre à Staline de contre-attaquer, et puis au final, de gagner la guerre. Donc c'est un pion essentiel, c'est une bascule essentielle, la constitution de ce comité antifasciste juif, dans le contexte général de la Seconde Guerre mondiale, et qui va porter des fruits. Pas tellement financièrement, parce qu'il
qu'est-ce qu'ils vont récolter? 45 millions de dollars, quelques camions, des choses comme ça. Donc le bénéfice financier, mais au regard de ce qui va suivre ensuite, est dérisoire, mais fondamental d'un point de vue politique. Oui, en termes de propagande, c'est une opération extrêmement réussie. Absolument. Et en plus, qui va visiter, disons, les membres du comité antifasciste juif qui vont participer à ces conférences, dont Michaels au premier rang? Eh bien, c'est Einstein, c'est tout le gratin de l'intelligentsia juive de ces pays-là, qui ont un rayonnement et une surface considérable à l'époque. Qui y a-t-il dans ce comité antifasciste ? Qui sont qui sont les membres les plus éminents? Les trois plus éminents, on les a évoqués, c'est Michaels, qui est vraiment l'acteur le plus connu du RSS. Alors, c'est vraiment la superstar. Si on le rapporte à la France, c'est l'équivalent de Belmondo ou de Depardieu. Absolument. Voilà. Absolument. Et donc il y a Michaels. Il a une réputation internationale. Il est connu à l'international. Il a tourné à l'international. Et puis il y a, mais bon, après c'est aussi mon point de vue parce que j'ai un attachement pour ces deux figures-là. Une en particulier, Grossman et Ehrenburg. Grossman qui a réussi à louvoyer avec le Parti communiste, tandis qu'Ehrenburg a été plus proche, on va dire, de l'idéologie communiste et on pourrait même dire un zélé serviteur du régime. Mais ce sont les trois figures principales. Et ensuite, il y a toute une pléthore de grands intellectuels qui sont peu connus chez nous, qui ont été oubliés, qui en plus, pour une très grande partie, ont été exécutés, notamment lors d'une des phases d'assassinat du régime soviétique, avec la nuit des poètes assassinés après la guerre. On en parlera tout à l'heure. Donc, mais c'est ces trois-là qui constituent vraiment, à mon sens, le cœur. C'est pas les seuls artisans, mais c'est vraiment eux qui constituent le cœur. Mais il y a tout un ensemble de personnalités et même de gens qui ne sont pas des personnalités qui vont s'échigner à recueillir des témoignages à partir de 1943. Et vraiment dans tous les sens, c'est-à-dire récupérer des courriers de gens qui ont envoyé des courriers depuis les zones occupées, de récolter des témoignages auprès des réfugiés, puis ensuite d'aller enquêter sur le terrain une fois que les territoires ont été libérés en Ukraine, en Biélorussie ou dans une partie de la Russie, et dans le Caucase également. Donc ils vont couvrir tout l'espace de l'URSS et même en Pologne ensuite et dans les pays baltes. Et on a vraiment... Enfin, il suffit de voir le livre noir qui est un pavé qui fait plus de 1000 pages. Il y a des pages qui n'ont pas été publiées par ailleurs puisqu'il y a d'autres parties aussi. Il y a les archives qui ont été détruites, mais c'est un travail colossal qui n'est pas exceptionnel au sens. Il est évidemment exceptionnel par essence, mais on a le même type d'entreprise dans d'autres lieux. Alors, dans le ghetto de Varsovie, il y a Onek Shabbos avec Emmanuel Ringelblum qui est dans un processus assez identique. En Roumanie, il y a Matthias Karp qui va écrire le livre noir, mais en roumain ça se dit Cartea Neagra. Et puis dans le ghetto de Lublin, il y aura aussi un projet qui va pas aboutir parce que les archives vont être détruites. Même chose à Vilnius ou Vilno. Donc ce type d'initiative au sein du monde juif a existé, au sein du monde juif plongé dans la Shoah a existé, mais le livre noir se distingue des autres parce qu'il est d'une ampleur sans équivalent. Il couvre la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, les républiques du Caucase, la Crimée, ensuite la Pologne et les 3 pays baltes. Et vous trouvez à peu près tout, c'est-à-dire même des lieux qui ont été oubliés ou omis par les historiens. Par exemple, il y a un centre de mise à mort, un lieu d'assassinat des Juifs qui s'appelle Malitrostinets, qui a pendant 6 ou 7 décennies a été totalement ignoré en Occident. Vous avez des témoignages sur Malitrostinets. Ponar, par exemple, qui est le grand centre de mise à mort pour les Juifs de la région de Vilnius, qui, de façon très intéressante, figure dans Shoah de Lanzmann et qui a peu marqué les gens. Et il y a des témoignages sur Ponar, et on peut multiplier les exemples. C'est-à-dire que des sites qui n'ont été redécouverts par les historiens qu'après la chute de l'URSS et l'accession à des archives qui n'étaient pas accessibles, on se rend compte que tout est déjà dans le livre noir. Alors évidemment, il y a des biais, on a affaire à des gens qui écrivent dans un langage soviétique, qui écrivent en plus de l'histoire à chaud, et d'ailleurs c'est des choses qui avaient été pointées au moment de la publication à la fin des années 90 en France, de la traduction complète du livre noir. Chez Actes Sud. Chez Actes Sud, qui est remarquable, et on pouvait ergoter, sauf qu'il faut prendre l'objet pour ce qu'il est, c'est-à-dire un témoignage à chaud sur la Shoah, qui montre les choses,
qui les décrit. Alors les chiffres sont pas forcément fiables, etc., etc. Mais ça s'explique par tout un ensemble de choses et qui permet, quand on le lit, c'est pas un livre qu'on lit de A à Z, c'est pas un roman, c'est pas une étude, c'est vraiment une compilation de faits, de témoignages, d'analyses. Enfin, l'enfer de Treblinka de Grossman, et pour moi est une analyse qui constitue un immense puzzle de ce qui a été la Shoah dans les territoires de l'Est de l'Europe. Et ce qui a longtemps échappé à nos représentations quand on parle en tant qu'occidentaux. Si on regarde comment nous, on s'est représenté la Shoah, alors c'est cyclique, on oublie qu'on a su. Il suffit de prendre Holocauste à la fin des années 70, où il y a déjà l'évocation de ce qui s'est passé à l'Est, mais on a oublié que c'est dans Holocauste. Puis il y a des séries américaines comme Winds of War, qui n'a jamais été diffusée en France. Mitchum. Exactement. Donc Mitchum, c'est pas un petit acteur, et c'est une grande série. Un écho considérable à l'époque. Aux États-Unis. Oui. En France. Et puis avec une ça va très loin, la série va très loin. Elle met en scène des chambres à gaz. Elle montre la destruction des corps. Voilà. Donc ce sont des extrêmement graphiques, inhabituellement graphiques. Inhabituellement, quand on le regarde, moi ça m'a pas particulièrement choqué la représentation. C'est-à-dire que il parle de la Shoah à une époque où on n'a pas l'habitude encore de comprendre la Shoah. Quand on regarde en France, à l'époque, on confond ça avec le système concentrationnaire, c'est la libération des camps. Il faut attendre, et là, il n'y a pas de flagornerie, parce que j'ai pas besoin de flagorner avec Michael, mais il faut attendre la fin des années 2000 pour voir avec Einsatzgruppen, par exemple, sur le devant de la scène, l'évocation de cet épisode-là. Alors que c'est dans Holocauste, alors que c'est dans Winds of War. Mais que ça a très largement été oublié. Et pourtant, c'est au cœur du livre noir, pour en revenir au livre noir. Après, à mon avis, il y a aussi une raison qui peut s'expliquer d'un point de vue purement humain. C'est-à-dire que un certain nombre de Juifs qui ont survécu, et Dieu sait s'ils ne sont pas nombreux, à la campagne d'extermination de 41, c'est-à-dire avant les chambres à gaz, les survivants, ceux qui ont pu partir, ont essaimé principalement dans deux pays, en réalité, Israël et les États-Unis. Et donc peut-être que la mémoire de ce qui s'est passé, des camions à gaz, Tal évoquait Trottignetz, c'est là-bas que ça commence, des 100 000 morts de Ponary, tout ça finalement a peut-être davantage pris racine aux États-Unis qu'en Europe occidentale et particulièrement en France, où le destin des Juifs de France, c'était Auschwitz. Et donc, il y a eu une forme de polarisation bien compréhensible parce que c'était la mémoire des gens qui était davantage arc-boutée ou orientée sur la question des camps d'extermination et des chambres à gaz. Et c'est vrai que moi-même, parce que c'est un souvenir marquant pour moi, et on en a souvent et beaucoup parlé avec Tal, moi j'ai vu Holocauste, j'avais 10 ans, avec mes parents lorsque c'est passé à la télévision, et j'étais choqué et extrêmement surpris de voir cette extermination par fusillade, entre guillemets, alors que la mémoire de ma famille, la mémoire des morts de ma famille, c'était Auschwitz, qu'on n'appelait pas Auschwitz à l'époque, d'ailleurs qu'on appelait Birkenau. Et ça a été une forme de révélation pour moi. C'est dire que cette histoire-là, que cette phase-là du génocide nous avait, à nous, totalement échappé pour une famille qui a été durement frappée quand même par la Shoah. Je vous dirais juste quand même une chose importante, puisqu'on parlait de la perception du génocide en France. Il y a un film en France qui souligne très tôt l'extermination des Juifs, non pas seulement à Auschwitz, mais en fait à Treblinka. Et ce film, c'est pas n'importe quel film, c'est Le silence de la mer de Jean-Pierre Melville. Treblinka était connu. Et donc c'est la première fois, me semble-t-il, dans l'histoire du cinéma, que sur un grand écran est évoqué en fait Treblinka comme camp dont la spécificité était de n'exterminer que des Juifs. Donc il y a comme ça quelques voix, non pas dissonantes, mais isolées. Mais globalement, bien évidemment, vous avez entièrement raison. Et il y a encore d'autres détails historiques de l'époque, la puissance du Parti communiste en France. Vous savez qu'après la guerre, il y a quand même un retour de bâton sur la question de la Shoah en Union soviétique. Tout ça a des effets sur les partis frères occidentaux et français en particulier. Donc il y a tout ce contexte-là qui a obscurci le regard qu'on pouvait porter sur cette première phase du génocide. Mais en fait, c'est même pas pendant la guerre, c'est même pas après la guerre que l'URSS met en place une politique concernant la mémoire de la Shoah. Si on prend par exemple la libération
de Kiev, fin 43. Donc les soviétiques enquêtent sur les atrocités commises par les Allemands, et donc il y a des commissions extraordinaires qui sont chargées d'enquêter. Quand la commission extraordinaire enquête à Babi Yar, le rapport explique qu'on a assassiné en masse les Juifs. Il y a environ 80 000 Juifs qui ont été exécutés à Babi Yar. Ça, c'est la première version du rapport. Est-ce que vous pouvez nous donner la date de Babi Yar? Alors, Babi Yar, c'est comme souvent la Shoah, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on se représente. Fin septembre 41, il y a un premier grand massacre où 33 371 Juifs sont assassinés. Et on connaît le chiffre parce qu'il y a le télégramme qui donne le chiffre. Et ensuite, pendant quasiment 2 ans, tous les Juifs de la région qui vont être arrêtés, capturés, vont être emmenés sur ce site qui devient aussi un centre de mise à mort. La différence avec Auschwitz, c'est qu'il n'y a pas de chambre à gaz, mais la fonction est la même. On exécute les Juifs par dizaines de milliers à Babi Yar. Et c'est vraiment dans la banlieue de Kiev. C'est comme si vous alliez à Porte de Montreuil depuis Paris. Et donc, à partir de janvier 44, ordre est donné de barrer toute mention spécifique des Juifs à Babi Yar. Et dès le début 44, l'URSS met en place une politique qui consiste à dire ce ne sont pas les Juifs qui ont été visés par l'assassinat de masse, l'extermination dans la langue soviétique, ce sont les populations d'URSS. Et là, on a affaire en fait à un jeu politique de Staline. C'est pas juste une manifestation de son antisémitisme, c'est de dire toutes les populations soviétiques ont été visées de la même façon par les Allemands et il faut continuer le combat jusqu'à la chute du Troisième Reich. Est-ce que vous pourriez nous décrire les personnalités de Vassili Grossman et d'Ilya Ehrenburg? Parce qu'on les met un peu comme ça, se retrouvant coordinateurs, enfin je veux dire du livre noir, on a tendance à les mettre ensemble, comme si c'était un petit peu, comme s'ils étaient 2 frères siamois. Or, ce sont 2 personnalités très différentes, 2 sensibilités très différentes, et puis des gens aussi qui ont un rapport au pouvoir communiste très différent également. Je ne saurais pas très bien définir personnellement, Tal le fera sans doute mieux que moi, les différentes personnalités qu'ils avaient, mais de fait, ils étaient très différents. Ehrenburg est un écrivain consacré, installé, honoré. C'est quelqu'un qui a une culture très spécifique, qui est parfaitement francophone, qui a des amis, je pense à Jean-Richard Bloch par exemple, qui va venir le rejoindre pendant la guerre à Moscou. Donc c'est un écrivain qui a pignon sur rue, qui est, j'ai envie de dire, et il ne le démentirait pas, au final, je pense que pour lui, le comité antifasciste juif, le livre noir, va être une bascule considérable dans sa vie. Mais avant cela, il est surtout un écrivain soviétique. Et c'est sans doute parce qu'il est un écrivain soviétique qu'il va avoir la vie sauve. Destin que n'aura pas tous les autres. Peretz Markish, on parlait tout à l'heure de la nuit des poètes juifs assassinés à la Lubyanka en 52. Il en fait partie et il est au premier rang de ceux-là. C'est vraiment le poète yiddish par excellence. On évoquait des personnalités qui étaient présentes dans le comité antifasciste juif. Vous qui êtes critique de cinéma, il y avait quand même Eisenstein et un certain nombre d'autres membres éminents aussi de ce cinéma. Donc c'était quand même des très très grandes personnalités juives soviétiques de l'époque, parenthèse refermée. Vassili Grossman est une personnalité bien différente, beaucoup plus solitaire, beaucoup plus sombre aussi, beaucoup plus habité par, disons, il est travaillé lui-même par les contradictions du régime, sans doute bien plus tôt que Ehrenburg, qui va prendre au fond conscience de la dictature tardivement, et pour tout dire, à partir, disons, de l'interdiction du livre noir, et ça va courir jusqu'à la mort de Staline, et c'est là qu'il comprend en réalité le régime inique qu'il a servi, mais sans évidemment se dédire complètement non plus, parce que c'est sa vie, ce régime. Donc ils sont très différents, ils s'entendent pas très bien. Il y a une amitié qui se noue entre les deux, mais une sorte de défiance malgré tout. Je pense que Ehrenburg admire énormément Vassili Grossman, et Vassili Grossman a une forme de mépris à l'égard d'Ehrenburg, aussi un mépris générationnel. Ils n'ont pas tout à fait le même âge, ils viennent pas tout à fait du même milieu. Et c'est très intéressant dans ce livre, qui est Les Mémoires de guerre de Ehrenburg, qui raconte la naissance du comité antifasciste, qui raconte l'extraordinaire expérience dévastatrice qui a été pour lui la rédaction du livre noir, et qui raconte son amitié avec Vassili Grossman. Il le présente comme ça en disant c'était un authentique internationaliste. Et voilà toute la différence. Il y a un patriotisme chez Ehrenburg qu'il n'y a certainement pas chez Vassili Grossman, qui va certainement lui donner la possibilité de voir mieux, d'être plus lucide sur la nature même du régime bien avant Ehrenburg.
On peut dire aussi, enfin, on sera aussi d'accord sur le fait qu'il y a quelqu'un qui est un immense écrivain, mais on ne le sait pas encore à l'époque. Donc cet immense écrivain, c'est Vassili Grossman, et Ehrenburg est quelqu'un dont le talent littéraire est réel, hein, bien sûr, mais moindre. Mais on pourrait qualifier, alors le terme peut être un peu fort, mais Ehrenburg est un apparatchik. Et Grossman, il y a une dimension très importante et qu'il faut souligner, c'est que Grossman est sur la ligne de front quasiment en permanence. C'est-à-dire que de 41 à 45, il est quasiment tout le temps. C'est très bien montré dans le documentaire, hein, d'ailleurs. Il est sur la ligne de front. Il est à Stalingrad. Il y a ses carnets de guerre qui ont été publiés il y a une quinzaine d'années en France. C'est quelqu'un qui est au plus près des combats et d'une certaine façon. Alors, il est assez proche. Je parle pas personnellement d'une autre figure du RSS qui est juive mais qui n'a rien à voir avec le comité antifasciste, qui est le plus grand photographe soviétique de la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelle Yevgeny Khaldei et qui a fait toutes les grandes photographies qu'on connaît, notamment celle sur le Reichstag en 1945. Oui, il sera obligé d'effacer les montres qui ont été pillées au bras de celui qui tient le drapeau rouge. Mais Khaldei... Et c'est lui-même qui l'efface. Hein. Khaldei et Grossman, ce sont des hommes qui vont être au plus près de la guerre en permanence, tandis que Ehrenburg, c'est plutôt quelqu'un qui est à l'arrière du front et qui est proche du pouvoir. Et c'est là, moi, où je vois aussi une vraie différence. Ouais, mais c'est pas non plus un planqué. J'ai pas dit planqué. Et il essuie quelques combats très très violents. Mais c'est pas du tout la même. Mais tu l'as dit, il a pas le même âge non plus. J'ai pas dit. Sûr, il s'agit pas de dire que c'est un planqué. Ouais. Il n'est pas de la même génération. Et par contre, Grossman, c'est le hasard, mais Grossman se retrouve quasiment à chaque fois là où il faut être. Il est à Stalingrad, par exemple. Il est vraiment embarqué. Il aurait pu être dans une autre bataille, à un autre endroit au même moment. Il est à Stalingrad, et son récit de Stalingrad, qui va ensuite donner ce qui est sans doute son plus grand roman, à mon avis, Vie et Destin. Oui. Et voilà, oui. C'est Stalingrad. Donc il y a aussi tout ça qui joue. Alors que Ehrenburg, mais vous l'avez dit, c'est un écrivain honorable, enfin voilà, mais c'est pas un immense écrivain, et d'ailleurs, je sais même pas si Ehrenburg est disponible aujourd'hui en français. D'ailleurs, il y a une rivalité d'écrivains entre les deux, de manière indéniable. Mais vous l'avez dit, Grossman, on le sait pas encore, mais il va être un immense écrivain, et c'est sans doute l'un des plus grands écrivains soviétiques de l'après-guerre. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu, c'est peu de dire que le comité des Juifs antifascistes remplit son devoir vis-à-vis du régime. Enfin, je veux dire, il va même au-delà même de ce qu'on peut lui assigner. Il va même trop loin aux yeux du régime. Il va même trop loin. Mais est-ce que vous pourriez un petit peu nous relater les principales étapes de sa démise ? Parce qu'il y a un moment où il grimpe, le sommet de ce comité antifasciste semble être le voyage aux États-Unis, où véritablement... le voyage aux États-Unis est surréaliste. C'est surréaliste. Imaginez des représentants de la glorieuse URSS bolchevique qui font une tournée triomphale au cœur de l'ennemi absolu de l'URSS, à savoir les États-Unis. Donc on a là quelque chose qui est totalement hallucinant. Mais l'époque est hallucinante. C'est à cette époque que les États-Unis produisent Mission to Moscow de Michael Curtis, qui est un film, qui est très difficilement visible aujourd'hui, mais le revoir désormais est un spectacle absolument surréaliste, parce que c'est un film de propagande soviétique mis en scène par les Américains. Oui. Et c'est un tel film de propagande que le malheureux scénariste du film s'est retrouvé après la guerre listé noir, parce que justement le film tissait les louanges de l'Union soviétique, alors que le malheureux n'avait fait que ce qu'on lui avait demandé. Mais bon, cela est une autre histoire, mais ça montre bien que l'époque est compliquée. Et compliquée, on pourrait même dire trouble, puisque justement tout s'estompe, mais en même temps, mais vous avez raison, parce que l'exemple de ce film-là illustre aussi une réalité, c'est qu'il y a les convois, notamment vers Mourmansk, où Britanniques et Américains livrent du matériel de guerre aux soviétiques. Donc il y a une véritable liaison quasiment ombilicale entre les États-Unis et l'URSS, mais il faut aussi se défier de cette montée en puissance, on va dire, du comité antifasciste, et en même temps du rejeu qui se déroule à l'arrière-plan à Moscou. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec l'exemple de Babillard, c'est que dès le début 44, en fait, on voit que littéralement Staline serre la vis. C'est-à-dire qu'à partir du début de l'année 44, la question de ce qui ne s'appelle pas encore la Shoah, en tout cas pas en URSS, est mise de côté, et on va dire ces gens-là deviennent des trublions, des gens qui commencent à poser problème par leur activité, et que justement
et ça c'est une logique que Staline a eue dès le déclenchement de Barbarossa, c'est ce que lui appelle la Grande Guerre patriotique. Il faut unifier toutes les populations, toutes les nations du RSS contre l'envahisseur allemand. Et donc, ces juifs qui revendiquent la spécificité du sort des juifs, et qui, dans leurs témoignages, justement, c'est un des problèmes qui va apparaître très rapidement, c'est que dans les témoignages qu'ils récoltent, ils ont des Ukrainiens qui témoignent, ou des Biélorusses, et qui disent « Nous, on a subi des violences, mais ce sont les juifs qui ont été tués en masse ». Donc on a des voix non juives qui viennent appuyer la réalité de ce qui s'est passé, et tout ça les dessert, parce que ça dessert la parole officielle du régime, qui consiste à dire on a tous été victimes de l'extermination. D'ailleurs, et c'est ce que Mickaël évoquait tout à l'heure, cette vision-là, elle va se répandre après-guerre dans toute l'Europe, particulièrement en France, où l'idée que les Allemands, les nazis, voulait exterminer tout le monde, va faire souche, et c'est même ce terme-là d'extermination qui va se généraliser. Et toutes les populations du RSS ont été menacées par cette extermination. Ce qui montre comment, d'une part, le livre noir et la réalité de la Shoah a totalement été gommé, et que le discours idéologique mis en place par le régime dès 41 en fait, mais à plus forte raison à partir de 44, va tout balayer en Europe, et va très largement écraser cette mémoire et cette réalité-là. Et pour en finir avec l'exemple de Babillard, il va falloir attendre 1991, après la chute du régime communiste, pour que la mention de l'assassinat des Juifs soit rajoutée sur le monument. Jusqu'en 91, le mot juif n'apparaissait pas. Et une plaque en yiddish a été rajoutée en 91. Donc cette réalité-là était totalement gommée. Et il faut vraiment comprendre ça. Et c'est pour ça qu'il y a ce jeu et ce rejet en permanence, à partir de l'été 41, entre l'antisémitisme qui n'a jamais totalement disparu de la tête de Staline et qui va s'affirmer à intervalles plus ou moins réguliers, parce que les spécialistes, les soviétologues, ce que je ne suis pas, montrent qu'à partir de la fin des années 30, il commence à y avoir la mise en place de jalons de politique antisémite, qui disparaissent à partir de 41 et de l'invasion, mais qui reviennent à partir de fin 43. Donc il y a cette réalité-là et, on va dire, les politiques de Staline, en même temps la nécessité de mener un combat, et là, les Juifs, notamment ces membres de l'intelligentsia, ont leur usage, sans parler des 500 000 Juifs qui combattent au sein de l'armée rouge, et qu'il ne faut pas oublier non plus. Donc tout ça forme un ensemble complexe qu'il faut réussir à démêler, et pas se leurrer sur le fait que, effectivement, en 42-43, le comité antifasciste est une vitrine qu'on voit rayonner à l'extérieur. Mais en même temps, ce qui se passe à l'arrière est beaucoup plus compliqué. J'aimerais compléter, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Tal, bien évidemment, mais sur d'autres contextes, et d'ailleurs qui reprennent les arguments qu'il vient d'énoncer. Avant la guerre, il faut bien comprendre que l'obsession depuis sa prise du pouvoir de Staline, c'est la pérennité du territoire. C'est un territoire qui est vaste, qui est compliqué, il y a plein de nationalités, faut unifier tout ça. Et avant la guerre, au fond, ils n'y arrivent pas vraiment. Et donc il y a toujours une prédominance, disons, de la nationalité sur l'adjectif soviétique. Je crois que Staline comprend à Stalingrad, dont il est quand même l'artisan. Il est vraiment le vainqueur d'un point de vue même militaire de cette bataille. En tout cas, il en est convaincu. D'ailleurs, il va se décerner, juste après Stalingrad, la médaille de maréchal en chef de l'Union soviétique, etc. Mais en tout cas, à ce moment-là, il comprend que les choses s'inversent, que le patriotisme soviétique est en train de l'emporter sur la nationalité. Et donc, il comprend l'issue de ce régime qui est de forger ce monolithe soviétique et donc d'éradiquer toutes les nationalités. Or, que fait le comité antifasciste juif? Que fait le livre noir? En plus de ce qu'a dit Tal, il montre les complicités avec le nazisme des Ukrainiens, des Lituaniens, des Baltes. Et ça, il n'en est pas question. Parce qu'il faut justement souder cette Union soviétique et donc éradiquer cette mauvaise conscience que laisse transpirer le livre noir. Et donc ça va être l'un des reproches fondamentaux qui va être fait au livre noir. Et puis, comme le disait Tal, dès 1944, les notes du NKVD qui arrivent sur le bureau de Staline disent explicitement, noir sur blanc, les Juifs en font trop, ça suffit. Donc
Là, il y a une irritation qui commence à monter et le retour de bâton, immédiatement après la guerre, va s'abattre à des degrés différents, mais de plus en plus intensifiés jusqu'à 52, jusqu'à la liquidation totale ou presque des membres du comité antifasciste juif, sur les juifs accusés de nationalisme juif, de cosmopolitisme, de sionisme. De sionisme, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 48, il y a quand même la création de l'État d'Israël, que Golda Meir va être invitée et ça va créer des émeutes juives au centre de Moscou. Et ça, Staline ne va pas le supporter. Donc il y a tous ces par maillons, de manière successive, vont conduire à une volonté presque comme ça d'éradiquer la spécificité juive des soviétiques. Alors justement sur cette année 48, parce que c'est pas n'importe quelle année, parce que du point de vue de notre question aujourd'hui, enfin du livre noir, si vous voulez, c'est qu'un des principes, c'est 48, c'est l'année où l'un des principaux pivots du livre noir, Salomon Miroel, s'est assassiné. En fait, bon, son assassinat est présenté comme un accident, mais enfin, je veux dire, il n'y a pas, ça fait pas de mystère. Déjà, c'est une liquidation. Mais on est déjà encore dans l'ambiguïté parce que c'est une star énorme, et donc il va quand même avoir des obsèques nationales. Absolument. Alors qu'il a été assassiné par le régime. Mais c'est pour ça que c'est une liquidation. C'est maquillé, c'est pas assumé officiellement. Mais est-ce que c'est pas prendre, parce que comme vous le soulignez à raison, Michael, c'est une énorme star. Et véritablement, pas seulement du théâtre juif, je veux dire véritablement, c'est une star en Union soviétique. Comment est-ce que c'est pas prendre un risque démesuré que d'assassiner cette star que l'on aurait pu imaginer intouchable? Et Staline a fait assassiner à peu près tout le monde qui était une star. Enfin, non, mais il a fait liquider tous ceux qui lui faisaient de l'ombre. Donc, si on va dans cette logique-là, mais il faut bien comprendre que l'année 48 est un tournant à plus d'un titre, et Michael l'a rappelé, mais l'URSS soutient la création de l'État d'Israël. Oui, et non seulement elle soutient, mais c'est le principal soutien de l'État d'Israël en 48. Oui, encore plus que les Américains. Oui, en utilisant ces nouveaux États satellites, notamment la Tchécoslovaquie, qui va livrer des armes. Mais c'est un soutien à l'ONU également. Enfin, je veux dire, très très marqué. Mais ce qui est intéressant, c'est que 48, Staline soutient la création de l'État d'Israël d'un côté, mais depuis 44, il y a cette naissance d'une politique authentiquement antisémite. Michael l'a rappelé, Golda Meir, qui est nommée ambassadrice de l'État d'Israël en URSS, et donc il y a Kippour, et même Rosh Hashanah et Kippour à Moscou. On interdit aux Juifs de se rendre à la synagogue, mais il va y avoir un rassemblement de dizaines de milliers de Juifs autour du trajet de Golda Meir, qui vont ulcérer Staline. Et Staline va vouloir voir là la confirmation du fait que les Juifs sont au service de l'étranger. De toute façon, il le sait déjà depuis, dans sa psyché, c'est une réalité depuis la création du comité juif antifasciste. Donc, il faut bien comprendre que pour lui, le soutien à l'État d'Israël, c'est un moyen de rentrer dans le jeu entre Britanniques et Français et Américains qui viennent d'arriver avec l'Arabie Saoudite au Moyen-Orient. C'est rien d'autre. Ça ne l'empêche pas en même temps de développer sa politique antisémite, qui d'ailleurs, à partir de la fin 48, devient officiellement appelée la politique antisioniste. Et c'est là où il y a quelque chose de fondamental qu'on n'a jamais vu en France jusqu'à très récemment, c'est que l'antisémitisme a continué à être une politique d'État en URSS pendant plus de 50 ans sous le vocable d'antisionisme, assumé publiquement. Ça a permis donc la liquidation, la nuit des poètes juifs assassinés, ensuite le complot des blouses blanches. Donc la nuit des poètes juifs assassinés, c'est donc je le rappelle, c'est une quinzaine d'écrivains, poètes et intellectuels juifs qui sont donc liquidés en une nuit. À la Loubianka. Le 12 août 52, c'est bien ça, c'est ça. La Loubianka, c'est le bâtiment des services de renseignement qu'on a appelé GPU, NKVD, KGB pour les gens. C'est au cœur de Moscou. Mais c'est l'épisode le plus emblématique, mais qui en fait, donc l'année d'après, il y a le complot des blouses blanches où on accuse les médecins juifs d'avoir voulu empoisonner Staline et donc psychose généralisée en URSS puisque tous les médecins juifs vont vouloir tuer tous les soviétiques. La mort de Staline va mettre vraiment un terme à cette politique antisémite-là, mais qui va continuer à irriguer l'URSS jusqu'à la chute du régime soviétique à la fin des années 80. Et l'antisémitisme
appelé antisionisme, mais c'est juste un cache-sexe sous un nouveau vocable, va très largement irriguer, non seulement en URSS, mais on va le retrouver dans tout le bloc de l'Est, aussi bien en Pologne qu'en Roumanie, en Tchécoslovaquie. Il va y avoir plein d'affaires. Il y a par exemple un militant communiste israélien qui va être capturé par des services secrets tchécoslovaques, être détenu pendant plus d'1 année à l'isolement et être mis en procès au moment, et là de nouveau on retombe dans le cinéma, au moment du procès Slansky. Et donc avec l'aveu de Costa Gavras. Mais donc il y a cet épisode surréaliste. Avec Montand et Signoret. Exactement. Ce moment surréaliste où un militant syndicaliste communiste israélien est capturé par les services tchèques, tenu au secret pendant 1 an. Plus personne ne sait où il est passé. Et il réapparaît au moment du procès parmi les gens qui sont mis en accusation. Donc il y a vraiment, il faut bien comprendre que l'antisémitisme a été une politique d'État dans le bloc communiste quasiment jusqu'à plus largement qu'au début des années 80, et que ça a joué un rôle qui a très largement structuré ces sociétés-là aussi. Mais que nous, en Occident, vu que c'était appelé antisionisme, c'était pas tant de l'antisémitisme que ça, ou ça se jouait sur fond. C'était une opinion. Exactement, c'était une opinion. En tout cas, c'était plus acceptable que l'antisémitisme en vigueur entre les deux, c'est-à-dire, disons, à partir du milieu des années 40 jusqu'à la mort de Staline, qui est la période qu'on a appelée Jdanov, où là, les mots de l'antisémitisme officiel sont des mots nazis. Le cosmopolitisme, les sans frontières, les sans racines. Les sans racines. Là, c'est quasiment du vocabulaire nazi. Donc, d'une certaine manière, l'antisionisme va permettre aussi de rendre plus acceptable aux yeux du monde et puis aussi aux yeux des Juifs du RSS, parce qu'il en reste et ils sont quand même assez nombreux. Ce discours-là, qui était peu ou prou celui utilisé par les nazis et qui n'était pas encore utilisé à l'époque du pacte germano-soviétique, mais il faut pas oublier que pendant l'époque du pacte germano-soviétique, bien il a eu non pas des épurations physiques, mais enfin une volonté de ne pas fâcher Hitler, et Staline était parfaitement conscient qu'il y avait cette obsession juive et qu'il fallait quand même il dira à Molotov, nettoie-moi cette synagogue, en parlant, juste après la signature du pacte, en parlant du ministère des Affaires étrangères, sachant que la femme de Molotov est elle-même juive, qu'elle va adhérer aux communautés antifascistes juives, et que Staline va la faire déporter. Elle reviendra à la mort de Staline, rappelée par Beria, et Molotov la récupérera comme si de rien n'était. Molotov avait parfaitement accepté, c'était quand même le plus proche des proches de Staline, le fait que sa femme soit déportée parce qu'elle est juive. Quels sont les différents devenirs de ce livre, du livre noir ? Parce qu'en fait, donc c'est un livre qui doit être publié en toute majesté et qui sera censuré en toute majesté. Qui sera censuré et qui sera détruit même. Et c'est là où il y a quelque chose de très important, c'est que, alors, il va avoir plusieurs vies. D'abord, une partie du livre, des textes, va commencer à circuler en Occident, et même pas qu'en Occident, en Roumanie aussi, au sortir de la guerre. Et alors, l'enfer de Treblinka a été traduit en France dès 1945, à Grenoble, et je suis de Grenoble, donc j'aime bien souligner ça. Mais donc, il y a, on va dire, des versions partielles du livre noir qui ont commencé à circuler dans plusieurs langues. Mais dans le même temps, les services secrets soviétiques vont ramasser tout ce qui a trait à la collecte du livre noir, c'est-à-dire toutes les archives vont disparaître, on va faire disparaître les manuscrits, il va y avoir une copie qui va réussir et que Grossman réussit à sauver, mais en fait le livre noir est supposé être mort en même temps quasiment que ses auteurs et la liquidation de 1952. Et puis il va continuer quand même à sourdre dans différents milieux pendant plusieurs décennies. Et après la chute de l'URSS, il va réapparaître sur le devant de la scène et être traduit notamment en français. Puis ensuite, de mémoire, l'anglais va suivre et pas précéder. Et donc, il va être redécouvert. Et j'insiste sur le redécouvert parce qu'il a quand même eu son importance dans les années 40, même si ensuite il a été oublié, mais comme pas mal décrit par ailleurs. Et ce qui est intéressant, je l'ai déjà dit, mais je le redis, on trouve vraiment quasiment tout en termes de sources, de lieux. Il y a peu de lieux auxquels on s'intéresse. Alors, il ne s'agit pas de dire que tous les shtetls sont recensés, mais tous les événements majeurs, tous les hauts lieux du martyrologe juif sont dans le livre noir.
Il y a Auschwitz, il y a Treblinka, il y a Sobibor, etc., etc. Et donc, ça en fait vraiment une source qui est extraordinaire et hors du commun. On a vraiment affaire à quelque chose qui... Alors, c'est pas le seul cas. J'ai déjà cité l'Onek Shabbos et ce qui a été récolté au sein du ghetto de Varsovie, qui est aussi une source extraordinaire. Et le livre noir fait partie de ces sources extraordinaires qui ont tout en commun une chose, c'est qu'elles sont l'œuvre de gens qui ont non seulement une intelligence remarquable, mais une perspicacité, une lucidité sur l'événement qui fait qu'ils voient des choses qui vont échapper à l'immense majorité des contemporains et que les historiens ou les intellectuels vont mettre des décennies à comprendre, à saisir. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, parce que si vous lisez Hilberg et sa destruction des Juifs d'Europe qui fait en 61, il y a énormément de choses dedans, mais vous voyez que que le livre noir apporte déjà des choses qui sont chez Hilberg, donc ils ont devancé. Et on peut multiplier les exemples comme ça sans arrêt. Alors dis-moi si je m'abuse, mais je crois qu'en Russie, la publication officielle c'est 2010, donc c'est quand même très tardif. Mais alors, on est quand même dans une époque aussi, parce que là, on fait un portrait très noir de cette époque, mais elle est quand même pleine de contrastes. Et j'aimerais en apporter un. Le premier contraste qu'on peut souligner, c'est que malgré l'antisémitisme de Staline et ses va-et-vient sur la question juive, entre, disons, instrumentalisation et répression, il y a quand même le fait que nous soyons tous les trois encore en vie. Et nous le devons tout de même à la victoire soviétique. Et absolument. Non. Et conséquence de cette victoire soviétique, il y a quelque chose qu'on a oublié aussi. Ma famille est en Palestine, donc j'y peux rien. Bon, en tout cas, je pense qu'en ce qui concerne Rosenfeld et Prazan, c'est le cas. Blumenfeld et Prazan. Excuse-moi, je pensais à mon producteur qui lui s'appelle Rosenfeld. Bon, mais il y a aussi un travail qui a été fait qu'on a tendance à négliger et que moi je trouve quand même très important. Et ce travail a aussi été fait. Alors pareil, hein, les chiffres, tout ça, les lieux, bon, c'est compliqué, mais il y a eu ces commissions soviétiques qui ont été faites immédiatement, quasiment en même temps que le livre noir, peut-être un peu après, et le travail qui a été fait sur place aussi par les soviétiques, dans un tout autre contexte, avec de tout autres impératifs, a été impressionnant et remarquable par ailleurs. Je tenais quand même aussi à le dire. Et voilà, moi j'ai travaillé aussi sur des documents issus de ces commissions soviétiques, et elles sont aussi très riches en informations, en témoignages, en renseignements, et en comptabilité, qui n'est pas toujours très fiable, mais c'est fait à chaud, juste après la guerre. Il y a eu aussi ce travail qui a été fait. Alors, je voudrais vous demander à tous les deux, enfin, ce sera la dernière question avant qu'on prenne les questions des auditeurs, se pose toujours la question spéculative, véritablement spéculative, de savoir ce qui serait advenu dans la foulée du complot des blouses blanches, si Staline n'était pas mort, et donc si justement ce complot, ce pseudo-complot des blouses blanches n'était pas le prélude à une déportation massive, voire des massacres des Juifs de l'Union soviétique. Alors, c'est vraiment une question très intéressante, très importante, et à nouveau, et c'est là où on peut voir aussi l'influence des représentations liées à la guerre, parce que, évidemment, il est régulièrement évoqué l'hypothèse que Staline prévoyait. De toute façon, les violences antisémites étaient là, elles se déroulaient, donc c'est une réalité, elles étaient amenées à continuer. À quelle ampleur, on n'en sait rien, mais il y a l'évocation de cette idée d'une déportation massive des Juifs. Et des ouvrages qui prétendent, ça ne veut pas dire qu'ils ne se trompent pas, mais il y a... Mais déjà, et c'est là où il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il faut bien comprendre, et j'exonère en rien, je le souligne d'emblée, en rien, mais les déportations sont quelque chose qui s'est toujours pratiqué, non seulement en URSS, mais avant dans la Russie tsariste, et que les déplacements de population ont touché des dizaines de millions de ressortissants de différentes nationalités. Avant la Seconde Guerre mondiale, et au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il suffit de parler des Tatars de Crimée qui vont être déportés massivement. Donc c'est logique de déporter. Des régions entières d'Ukraine. Oui, mais les Juifs punitives. Les Juifs de Pologne, les Polonais aussi sont déportés dès 1941, Menachem Begin, est déporté vers le Goulag en 1941 par les Soviétiques. Donc les déportations, c'est quelque chose qui fait partie des politiques répressives traditionnelles soviétiques. Et donc déportation n'induit pas assassinat, contrairement à ce que nous, on a l'habitude, quand on dit déportation, ça renvoie vers
les logiques nazies. Donc qu'il y ait eu des projets de déportation contre les Juifs est une éventualité. Un projet d'assassinat massif, ça n'a jamais été prouvé, et ça serait même très surprenant parce qu'on a vu concrètement Staline s'attaquer à des nationalités entières qui ont été qualifiées de traîtresses, comme par exemple les Tatars ou d'autres nationalités du Caucase qui ont été déportées massivement, qui ont eu des taux de mortalité très importants du fait des conditions dans lesquelles elles étaient détenues, mais c'est la même chose pour les Polonais ou les Juifs de Pologne qui ont été déportés massivement. Et Menachem Begin, dans ses mémoires, dit quelque chose qui est saisissant. Il dit oui, on a souffert, oui, il y a eu beaucoup de morts, mais on a échappé à la Shoah. Et ça n'a rien à voir avec la Shoah. Et c'est là où il y a quelque chose à vraiment comprendre, c'est que, et ça a été évoqué par nous trois, on a perdu de vue un autre élément sur lequel il faut insister, c'est que l'antisémitisme nazi et la Shoah a écrasé tout le reste. Et on a perdu de vue qu'il n'y a pas une seule forme d'antisémitisme. C'est-à-dire que l'antisémitisme nazi a littéralement écrasé toutes les autres formes d'antisémitisme qui ont existé avant. Et pareil, et Michael Prazan a réalisé un film sur le sujet, l'antisémitisme de Vichy n'est pas de la même nature. Il s'inscrit dans d'autres courants, dans d'autres logiques. L'antisémitisme soviétique ne relève pas de la même nature que l'antisémitisme nazi. On est aussi dans d'autres histoires, d'autres traditions, la tradition russe qui a engendré les protocoles des sages de Sion, qui a donné lieu à la naissance d'un terme et d'une réalité, les pogroms, etc., etc. Mais on est face à d'autres types de violences. Et il faut vraiment se défier de vouloir voir à chaque fois l'exemple nazi comme étant l'astre vers lequel tendraient toutes les violences antisémites. Ça n'exonère rien d'autres réalités antisémites, mais le nazisme a cela de particulier qu'il a créé l'antisémitisme ultime. Mais il y a d'autres formes d'antisémitisme, et elles n'ont pas disparu. Les Juifs sont une composante fondamentale de la construction de l'Union soviétique, même de sa population, donc on n'est pas du tout dans les mêmes logiques. À la limite, on serait davantage, à mon avis, dans des logiques type Isabelle la catholique. Enfin, il faut vous convertir maintenant. Voilà, il faut vous convertir au soviétisme, et donc il faut oublier tout ce qui est votre spécificité juive, le culte, la nourriture, la pratique de religieuse. On est plus dans quelque chose comme ça. Et effectivement, si on est rétif à ça, c'est pas nécessairement le peloton d'exécution, non pas qu'il n'y en ait pas eu. Et il y a eu beaucoup de juifs dans ces pelotons d'exécution durant la grande période de 37-38, mais pris dans d'autres, disons, avec d'autres types de nationalités, pour d'autres motifs, etc. Et juste une parenthèse, et je te rends la parole, faut pas oublier quelque chose de très important. Oui, il y a quand même un autre État juif qui existe, qui s'appelle le Birobidjan. C'est-à-dire qu'il y a cette république juive offerte par Staline. Mais c'est la même logique. Mais voilà, et on n'imagine pas Hitler créer une république juive. Voilà, c'est. On va prendre les questions des auditeurs maintenant. Oui, alors beaucoup de questions ce soir. Il y a notamment une question qui revient sur la relation qu'entretenait Einstein avec Grossman, Michols et Ehrenburg, Einstein qui a apparemment imaginé ce livre noir. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur Albert Einstein ? Alors, très brièvement, Einstein est réputé être celui qui a soufflé l'idée de la création du livre noir. Mais au-delà de ça, Einstein n'est pas non plus quelqu'un qui joue un rôle central ou un rôle moteur. C'est un des intellectuels qui va rencontrer la délégation, qui va faire sa tournée en Europe occidentale, enfin pas en Occident, et donc il est réputé avoir soufflé cette idée aux membres du comité qui étaient présents. Là-dessus Tal a tout dit, je ne l'aurais pas mieux dit. Alors une question également, enfin plusieurs questions même sur les archives. Vous l'avez évoqué, Tal, d'Oneg Shabbat. Est-ce qu'on peut rapprocher le livre noir des archives donc établies par Ringelblum dans leur contenu? Enfin, dans quelle mesure on peut rapprocher le livre noir des archives d'Oneg Shabbat? Aucun, au-delà de l'idée au-delà de l'idée qui a animé des Juifs de vouloir documenter l'événement qui était en train de se dérouler. Les archives de l'Oneg Shabbat n'ont rien à voir avec ce qui a été collecté par le livre noir. Quand je dis n'ont rien à voir, pas un jugement de valeur qualitatif, c'est que l'Oneg Shabbat a été créé par Emmanuel Ringelblum, qui était un grand historien polonais, juif polonais, et qui a donc
lancé l'idée qu'il fallait récolter tout ce qui pouvait documenter la vie des Juifs dans le ghetto, ou plutôt la mort des Juifs dans le ghetto. Et donc ils vont collecter des affiches, ils vont collecter des tickets de rationnement, ils vont faire des photos, ils vont faire des dessins, ils vont recueillir des témoignages. Et donc ça serait ça le point commun, la récolte de témoignages entre ce que fait le groupe, on va dire Grossman et Renbourg avec le Livre Noir, et Oneg Shabbos. Mais, enfin, même si les premiers témoignages de rescapés des centres de mise à mort, c'est Oneg Shabbos qui les a, notamment avec des témoignages sur Chelmno et ensuite sur Treblinka. Mais on est dans deux entreprises totalement différentes et qui se déroulent dans des contextes totalement différents. Les archives d'Oneg Shabbos, il faut les rapprocher de quelque chose. On peut les rapprocher des 4 photos du Sonderkommando à Auschwitz. On a affaire à des gens qui sont au bord du gouffre, c'est-à-dire au bord de la mort, et qui sont en train de documenter leur mort. Le Livre Noir, ce sont des gens qui sont de l'autre côté de la ligne et qui documentent la mort des autres. Et ce sont deux démarches différentes, en fait. Parce que l'horizon de Ringelblum, c'est la mort, il le sait. L'horizon de Grossman, d'Ehrenburg, c'est la vie, le témoignage. Et le témoignage des vivants. Et d'ailleurs, si on continue avec Grossman, qui est vraiment le fil conducteur du documentaire, mais qui est aussi le fil conducteur de cette histoire, c'est que Grossman, sa mère a été tuée à Berditchev dès l'été 41 et dès l'invasion. Berditchev en Ukraine. Et donc, quand Grossman revient à Berditchev avec l'armée rouge, il n'y a plus de juifs. Donc, c'est vraiment... Le Livre Noir, c'est aussi, d'une certaine façon, le témoignage de ceux qui trouvent la béance, le trou noir de ce qui est la réalité de la Shoah. Il y a aussi une différence, à mon avis, c'est le pendant et l'après. Ringelblum comme Mattathias Karp sont évidemment au cœur du cyclone, ils sont dans l'épicentre même de la destruction des Juifs, et déjà, Tal l'a dit, ils sont sûrs qu'ils n'en réchapperont pas, mais ils ont la volonté de sauver quelque chose de cette histoire pour le monde et aussi pour les Juifs. Et donc il y a une volonté historienne de leur part d'être les historiens d'une catastrophe en train de se produire. Dans le cas de Ehrenburg et de Grossman et des auteurs, des contributeurs du Livre Noir, c'est quand même l'après, c'est-à-dire qu'ils vont arriver sur les lieux et recueillir des témoignages après que la destruction ait été faite. Et Tal l'a très bien dit tout à l'heure, on a une dimension en termes géographiques d'abord d'un territoire qui est gigantesque. Des gens comme Ringelblum, Mattathias Karp sont extrêmement localisés et ne peuvent documenter que ce qui se produit autour d'eux. Mais cette urgence, ils sont habités par une urgence qui est l'urgence du présent qui est en train de finir pour eux, puisqu'ils sont sûrs d'y laisser leur peau. Et d'ailleurs, quelqu'un comme Mattathias Karp va prendre des risques insensés, copier une clé dans un bâtiment officiel du SD ou enfin un bâtiment allemand pour pouvoir, pendant le week-end, copier tous les documents qu'il peut. Et évidemment, il sait très bien que s'il se fait prendre, il est immédiatement fusillé ou pire. Donc on n'est pas dans les mêmes urgences et on n'est pas tout à fait dans le même état d'esprit non plus quand il y a cette collecte de témoignages et la volonté de faire l'histoire du temps présent qui est en train de se produire. Alors une question sur le documentaire, là vraiment sur le cœur du documentaire. Au début du film, il est dit que l'histoire du Livre Noir est une histoire de terreur et d'amnésie. Alors pourquoi ? Comment interprétez-vous cela ? La terreur, c'est la terreur à la fois nazie et stalinienne, et l'amnésie, c'est ce qu'on a évoqué tout au long de ces minutes, c'est-à-dire que cette entreprise a existé, on a oublié qu'elle a existé, on a essayé de faire disparaître le livre, le résultat de cette entreprise, et que cette amnésie a pris fin, en fait, il y a moins de 25 ans, en fait. Et, enfin, pris fin il y a moins de 25 ans pour ceux qui voulaient savoir, c'est-à-dire ceux qui ont acheté le livre chez Actes Sud, qui en plus a été pendant très longtemps en rupture, on ne pouvait plus le trouver. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui ont découvert cette histoire, littéralement, avec le documentaire, et qui n'avaient jamais entendu parler du Livre Noir avant. Parce qu'il faut bien en comprendre aussi que moi, Samuel ou Mickaël, on connaît le sujet. Parce que, pour plein de raisons, cinématographiques, littéraires, historiennes, on connaît le sujet, mais combien de personnes connaissent ce sujet-là ?
tous vos auditeurs, enfin spectateurs, connaissent Shoah de Lanzmann. Je pense que énormément de gens connaissent Holocauste. Mais par contre, le livre noir, je pense que énormément moins de gens en avaient entendu parler. Et c'est ça aussi, cette amnésie. C'est qu'on a cette entreprise colossale, considérable, qui a été totalement oubliée par à peu près tout le monde pendant des décennies. Mickaël, un mot là-dessus ? Non, écoutez, rien de plus à dire. Je crois que tu as très bien répondu. Justement, je rebondis sur ce que vient de dire Tal. Est-ce que aujourd'hui il y a une recherche, les chercheurs russes, est-ce qu'ils s'intéressent aujourd'hui en Russie à l'histoire de ce livre noir ? Comment l'histoire de ce livre noir est exploitée et réexploitée en Russie ? Alors, beaucoup de personnes nous posent des questions là-dessus. Alors, pour ce qui est de l'exploitation actuelle du livre noir par les Russes, je pense que Tal y répondra mieux que moi, parce que moi, je l'ignore. Ce que je peux dire, en tout cas, c'est qu'il y a, à des fins politiques et géostratégiques, une réhabilitation depuis quelques années du génocide des Juifs. En Russie, la Russie revendique aujourd'hui le sauvetage des Juifs d'Europe. Donc c'est plus une question qui est taboue dans ces termes-là, en tout cas. Et il y a même parfois une surexploitation du rôle, soviétique, russe, dans justement le sauvetage des Juifs et dans la mémoire de la Shoah. La mémoire de la Shoah a été totalement réhabilitée de ce point de vue-là en Russie et aussi, par exemple, en Biélorussie, un pays qu'on connaît moins, mais qui est resté un pays fondamentalement soviétique dans ses mentalités et même dans sa structure politique. Donc, on est aujourd'hui dans cette phase-là de réhabilitation, de récupération et de propagande. Et pour compléter, oui, il y a toute une génération, alors c'est pas la première puisque ça fait au moins une vingtaine d'années, il y a 2 ou 3 générations d'historiens ukrainiens, russes, ou même dans les pays baltes, qui travaillent sur ces sujets et qui travaillent sérieusement sur ces sujets. La Biélorussie, c'est beaucoup plus compliqué, Mickaël l'a dit, on a affaire à un régime qui relève quasiment de la dictature, qui est beaucoup plus fermé, où là les travaux, on va dire des locaux, relèvent d'autres logiques. Mais en même temps, on est face à des pays, ceux qui constituent l'ancien bloc soviétique, qui sont traversés par des enjeux qui font que le sort des Juifs n'est pas non plus un sujet central et qu'il y a aussi les revendications nationales et la mise en place d'un discours qui consiste à dire qu'il y a eu un double génocide, c'est-à-dire qu'il y a eu le génocide des Juifs, ok, bon, d'accord, mais nous aussi, le nous étant les Estoniens, les Lituaniens, les Lettons, et puis on redescend comme ça jusqu'à l'Ukraine, mais aussi en passant par la Hongrie ou d'autres anciens pays du bloc de l'Est. Nous aussi, on a subi un génocide qui a été perpétré par les Soviétiques. Et donc, on a cette mise en regard de la Shoah avec les violences réelles de l'URSS, souvent exonérées d'une autre réalité qui est celle de la complicité d'acteurs estoniens, lettons, lituaniens, ukrainiens. Et en plus, avec quelque chose qui n'est pas systématique, mais qui consiste à mettre la faute sur les Juifs qui se sont compromis avec le pouvoir soviétique. Et c'est ce qu'on va retrouver, par exemple, la première grande affaire qui relève d'une certaine façon de cette logique, c'est le pogrom de Jedwabne en Pologne, qui va être redécouvert par Jan Gross à la fin des années 90, qui au début des années 2000 va faire un scandale monumental, mais qui continue jusqu'à aujourd'hui en Pologne. Et en ce moment, il y a notamment un procès contre des historiens par l'État, enfin en sous-main par l'État polonais pour essayer de les faire taire, et qui consiste à dire oui, il y a eu un pogrom à Jedwabne, on n'est même pas sûr que ça soit les Polonais, même si c'est documenté, c'est les Allemands, et de toute façon, les Juifs avaient accueilli les Soviétiques et ils s'étaient mis au service des Soviétiques. Et ce discours-là est pas propre à une partie, il faut insister là-dessus, à une partie de la population polonaise, c'est pas toute la Pologne, loin s'en faut, mais on le retrouve un peu partout. C'est-à-dire qu'il y a cette logique qui consiste à s'exonérer des propres compromissions locales en les faisant endosser par d'autres nationalités, et en général la nationalité bouc émissaire dans ces régions
a traditionnellement été la nationalité juive, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête et on perpétue cette vieille tradition en expliquant que oui, les Juifs ont beaucoup souffert, mais nous aussi. Pour compléter ce que vient de dire Tal et pour répondre peut-être plus précisément à la question qui était posée, je vais donner un exemple très clair en fait. Ces pays-là, dont il ne fallait surtout pas dire qu'ils avaient collaboré au moment de la rédaction ou de la publication du temps de Staline, ou de la non-publication du livre noir, ces pays qui ont très fortement collaboré, que sont la Lituanie, que sont l'Ukraine, je parle même pas de la Roumanie, après la guerre, il fallait surtout pas parler de ces collaborations. Aujourd'hui, la donne a changé parce que ces pays sont devenus indépendants, qu'ils sont alliés, disons, à un ensemble occidental que les Russes regardent soit avec défiance, soit avec crainte. En tout cas, ils s'en méfient. Et le fait que ces pays-là se soient retrouvés dans le giron de l'Occident est pour les Russes, pour le pouvoir russe, quand même une trahison. Or, il y a un irrédentisme russe, il y a le fait que dans ces pays-là, il reste des populations russes, en tout cas russophones. On a bien vu ce qui s'est passé dans le Donbass en Ukraine. C'est les mêmes logiques. Et donc, lorsqu'il s'agit de déstabiliser pour des raisons politiques ces pays-là, ces anciens pays frères qui sont devenus en gros des adversaires, sinon des ennemis, eh bien, on va faire ressurgir le chiffon rouge de la Shoah pour dire, attendez, regardez à qui nous avons affaire. Ce sont des fascistes, ce sont des collaborateurs du nazisme, etc. Donc, il y a, une instrumentalisation politique selon les époques, selon les circonstances, de la Shoah à des fins de déstabilisation géopolitique de cette région-là qui était ou qui est toujours considérée d'ailleurs comme la sphère d'influence de la Russie. Merci beaucoup. Alors, il y aura une toute dernière question. On a la place pour une dernière question. Voilà, une toute dernière question, mais on va finir peut-être sur une note d'esthétisme, on va dire, pour finir, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont interpellés par l'affiche du documentaire. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur cette affiche, ce personnage qui se trouve sur l'affiche du documentaire Vie et destin du livre noir? Qui n'est pas du tout typé, je viens de le dire. C'est le roi Lear, joué par Michols. Voilà, donc c'est l'incarnation du livre, de l'entreprise du livre noir. Oui. Au passage, on peut préciser d'ailleurs que le roi Lear était une des grandes traductions de Shakespeare en yiddish. Et c'était peut-être la pièce de Shakespeare qui avait été le plus grand succès du théâtre yiddish. Ça pose d'ailleurs d'autres questions qui sont pas le sujet de ce débat, mais je pense que le roi Lear, par justement les rapports familiaux compliqués, complexe imaginé par Shakespeare, en fait, se rapprochait énormément, en fait, et du théâtre et du cinéma yiddish, qui était un cinéma et en partie un cinéma certainement, et en partie un théâtre empreint par les questions familiales. Donc, ça explique entre autres pourquoi le roi Lear était un des rôles emblématiques de Michols au théâtre juif. Et puis pour conclure sur la question de l'affiche, c'est bien de montrer des juifs vivants et pas forcément de mettre sur une affiche Staline ou Hitler ou les tueurs, mais de montrer quelqu'un qui a eu une vie et un destin. C'est son interprétation dans Le Roi Lear est un moment extrêmement marquant, à tel point marquant que il a été filmé. Et pour qu'il ait été filmé par la propagande de l'époque, c'est que c'était quand même un événement considérable. Merci beaucoup. À très bientôt.